Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de votre journal en ce dimanche 14 avril. Nous parlerons de sport avec du tennis et du basket. Nous recevrons l'arrière de la Roca Team, Elie Okobo, pour dresser le bilan de la saison régulière d'Euroleague des Monégasques qui s'est achevée ce vendredi à la 3e position du classement. Nous irons rejoindre ensuite nos envoyés spéciaux à Édimbourg pour évoquer la performance des Monaco Impies au mythique tournoi de rugby à 7, le Melrose Sevens. Et puis nous irons à la découverte du swimrun à l'approche des championnats du monde de la discipline. Nous avons été suivre un entraînement de nos représentants monégasques. Et enfin du cinéma pour clore ce journal avec notre second invité Vincent Vatrican qui présentera le prochain film à l'affiche des mardis du cinéma, La femme du boulanger de Marcel Pagnol. Mais démarrons cette édition par des images du 3e titre en 4 ans de Stefanos Tsitsipas au Monte Carlo Rolex Masters. Ce dimanche, le Grec s'est imposé en 2-7, 6-1, 6-4 face à Casper Ruud et après 1h37 de jeu. Et puis plus tôt dans la journée, en double, c'est la paire belge Sander Gilles et Joran Vliegen qui l'ont emporté en 3-7. Ces rencontres vous seront débriefées dans votre émission Les Experts du tennis avec Christophe Paco et Laurent Orsini à retrouver sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux de Monaco Info. Et puis avant les finales, ce samedi soir avait lieu la traditionnelle grande nuit du tennis dans la salle des étoiles du Sporting Monte Carlo. C'est une soirée de gala organisée chaque année depuis 1992 et qui réunit les joueurs, les sponsors et les partenaires autour du Prince Souverain pour un dîner-spectacle de prestige. En basket, la Roca Team a enchaîné une 3e victoire en 3 matchs cette semaine. À Dijon, les Monégasques se sont imposés 80-72 dans le sillage d'un excellent Elie Okobo, auteur de 21 points pour 27 d'évaluation. Ça aurait pu être une semaine parfaite pour Monaco sans la sanction de la commission de discipline qui s'est réunie ce mardi 9 avril pour avoir fait jouer Jaron Blossom Game face à Strasbourg alors qu'il avait encore un match de suspension à purger. La Roca Team s'est rendue coupable d'un manquement aux règles posées par les règlements de la Fédération française de basket. Résultat, le match gagné sur le terrain le 24 mars dernier est finalement perdu au bénéfice des Strasbourgeois. Au classement, Monaco est toujours premier du championnat de France. Et ce vendredi, le club du Rocher a terminé la phase de saison régulière d'Euroleague. Une première phase de compétition record avec 23 victoires en 34 matchs et une 3e position au classement synonyme d'avantage du terrain lors des playoffs. Pour évoquer cette performance, nous recevons ce soir l'arrière monégasque Elie Okobo. Bonsoir Elie. Bonsoir. La phase de saison régulière d'Euroleague vient de se terminer. 23 victoires, c'est le meilleur résultat de l'histoire de l'ASM. Comment vous pourriez juger cette saison dans l'ensemble? Une saison avec des hauts, des bas, mais dans l'ensemble beaucoup de positifs. Sortir de là avec 23 victoires, c'est un nouveau record et on l'a mérité, on a travaillé dur et on a arraché tous les matchs les plus importants et voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses. Il y a eu un début compliqué avec 2 défaites et une grosse déroute à domicile face à la Virtus. Vous diriez que vous aviez besoin de temps pour vous mettre en route? Oui, je pense, avec les nouveaux joueurs, se remettre en rythme physiquement et se remettre et comprendre l'intensité de l'Euroleague. Et c'est vrai que les 2 premières défaites, ça nous a vite fait nous remettre en question et derrière on est monté en intensité et on a essayé de trouver notre rythme de croisière. À titre personnel, ça a été compliqué pour vous cette phase aller, comme du mal à trouver votre rythme. Il y a eu cet épisode du lancer franc raté face au Pana qui a entraîné la défaite. Quelques semaines plus tard, la suspension par le club à cause de votre comportement. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé à cette période pour vous? Je pense l'accumulation de plein de choses avec beaucoup de frustration et que j'avais pas les outils pour gérer ces émotions-là et voilà, je pense que c'était un peu compliqué. Derrière, après, avec la suspension, j'ai pu me remettre en question, j'ai pu réfléchir et prendre du temps pour moi. Et avec le travail que je fais en dehors des terrains, je me sens beaucoup mieux et
et je me sens bien sur le terrain, je me sens bien avec l'équipe, avec tout le monde. Et voilà, après cette période-là, ça se passe beaucoup mieux pour moi depuis. Donc voilà, je passe à autre chose. Des problèmes en dehors du terrain, enfin des problèmes en tout cas, du stress peut-être en dehors du terrain. On a appris le 28 février la naissance de votre enfant. C'est toujours quelque chose de spécial dans la vie d'un homme. Mais j'ai envie de dire peut-être un peu plus pour un sportif de haut niveau qui doit souvent s'absenter. Comment est-ce que vous avez vécu la grossesse de votre compagne et la naissance de votre premier enfant? C'était très particulier, la période de grossesse, l'accouchement et ce qui suit après, où il y a un être vivant qu'on aime et où on doit s'en occuper et de le faire de la bonne manière et accompagner ma compagne. Et, voilà, des nuits des fois un peu difficiles, s'habituer aux pleurs et voilà, faire les biberons, mais dans l'ensemble c'est un bon processus, je me régale et voilà, c'est une nouvelle vie. Il y a Jordan Loy qui était dans le même cas la saison passée. Est-ce que vous échangez tous les deux? J'ai beaucoup parlé avec tous les parents, tous les papas de l'équipe pour avoir beaucoup de conseils. Après, la chose que j'ai retenue, c'est que chaque enfant, chaque période de grossesse, chaque période de post-grossesse est différente et voilà, je fais ma propre expérience. Bon, pour revenir à la saison de la Roca Team, après une première partie de saison en demi-teinte, vous avez su accélérer quand il le fallait. Depuis le 11 janvier, vous affichez un ratio impressionnant de 12 victoires et une seule défaite en Euroleague. Et cette série s'est lancée après une déroute dans la salle du Panathinaikos. Il y a eu comme une prise de conscience à ce moment-là, alors que vous étiez 8e du classement? Ouais, on était bas et voilà, on voulait faire les playoffs. On sait que la saison était très relevée sur le tableau avec les équipes, des équipes de très haut niveau et il fallait se remettre en question, il fallait se booster et montrer le vrai Monaco. Et c'est vrai qu'on le montrait, mais de temps en temps, c'était pas assez régulier. Et depuis janvier, on a montré beaucoup plus de régularité, un niveau de jeu très, très propre, défensivement surtout. Et voilà, on a vu une belle entente entre les coéquipiers. On a su travailler dur pour arracher des victoires, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Et on a fait notre run au meilleur des moments pour revenir dans ce top 4 et finir la saison comme ça. Alors maintenant, place au quart de finale. Vous affronterez Fenerbahçe. Qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation? C'est une équipe très forte. Ils ont du talent sur toutes les positions. Ils savent jouer au basket et voilà, quand c'est les playoffs, peu importe qui on joue, il faut jouer avec beaucoup d'intensité. Comme on a pu voir la différence entre le match aller chez eux et le match retour chez nous, avec un niveau d'intensité défensif complètement différent et ce qui nous a permis de gagner à la maison. Et voilà, avec l'avantage du terrain, il va falloir en profiter. Et c'est les matchs, c'est les moments qu'on veut en tant que sportif, en tant que compétiteur. Et on a travaillé tout au long de la saison pour ça, pour derrière ensuite faire tout notre possible pour arriver au final fort. Et voilà, ça va être une très belle série. Monaco n'a jamais gagné à la Ulker Sports Arena. Le Fener n'a perdu que 2 fois chez lui cette saison. Est-ce qu'on peut s'attendre au même combat que face à l'Olympiakos il y a 2 ans ou Tel Aviv la saison passée? Oui, je pense que c'est des clubs, des villes, des pays qui vivent le basket. Ils ont des fans énormes, leur salle avec l'ambiance et surtout ces phases de play-off. Donc, et ils ont l'expérience de ça aussi. Mais voilà, je pense que quand on est bien dans la tête, on est bien dans les jambes et on est soudé, on peut battre n'importe qui. Bon, en tout cas, les passionnés de basket auront de quoi se régaler avec cette affiche. Les playoffs débuteront le 23 avril prochain. Merci Elie d'avoir été avec nous. Bonne fin de saison. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous l'évoquions hier dans notre journal, les Monaco Impies défendaient leur titre ce week-end au mythique Melrose Sevens, le plus ancien tournoi de rugby à 7 du monde. Malheureusement, les Monégasques n'ont pas réussi à rééditer leur exploit de l'an dernier. Sur place, Frédéric Elion et Hugo Comaza ont suivi la compétition. C'est une petite ville du sud de l'Écosse qui respire et vit au rythme du rugby. Depuis 1883, Melrose accueille le plus ancien tournoi de rugby à 7 au monde, le Melrose Sevens, une compétition remportée l'an dernier par les Monaco Impies qui remettaient leur titre en jeu ce week-end. Devant des tribunes bien garnies, les Impies rentrent parfaitement dans le tournoi. Une victoire 38-0 face aux Glasgow Aces, idéale pour la confiance.
Deuxième match face aux OGs Sevens, une entame de match ratée, un arbitrage plus que douteux et des fautes de main coûteuses. Les Monaco Impies s'inclinent 21-14 et sont éliminés prématurément. On est vraiment déçus parce qu'on avait tout pour remporter ces matchs-là, mais surtout l'analyse il est assez simple. On est très mal rentré les 3 premières minutes dans le match, peut-être à cause des mauvais échauffements. Bon, on peut trouver 10 000 explications, mais du coup, sur ces 3 minutes, on a pris quand même 2 percées et on a couru derrière le score pendant tous les matchs. Du coup, on n'était pas avantagé au niveau de l'arbitrage non plus, mais c'est pas ça qui a fait une grosse différence. On avait quand même des occasions à la fin du match pour marquer 2 essais. Malgré tout ça, on pouvait espérer de marquer le dernier essai du match parce qu'on avait les possessions. Mais bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était pas notre jour. It was a tough one to take. We all thought we could go all the way, the same as last year, and win it. But I suppose that's the nature of rugby sevens, especially. You know, small decisions change a game. We're all very sad, but it's been a very good few days with the boys, and you know, it's always a pleasure to represent Monaco, represent the foundation. Un guerrier n'abandonne jamais. Les Monaco Impies vont se relever pour revenir encore plus fort lors des prochains tournois. Abordons désormais un sport méconnu, le swimrun. 4 sportifs de la Principauté se sont qualifiés pour le championnat du monde qui se déroulera en septembre en Suède. Justin Hadel et Lionel Bernardi ont assisté à un de leurs entraînements au Larvoto. Reportage. De la course à pied et de la nage en eau libre, le tout en alternance. Voici le principe de ce sport. Pour préparer le championnat du monde qui se déroulera en Suède en septembre prochain, l'entraînement n'est pas négligeable. Déjà pour les championnats du monde, on a quand même besoin d'être entraîné par vraiment un entraîneur. On ne peut pas y aller comme ça tout seul en faisant son propre plan d'entraînement. Donc on a quand même 70 km à parcourir, 10 km de natation et 60 km de course à pied. Donc pour ça, il faut faire des entraînements en piscine, mais également des entraînements en eau libre, c'est-à-dire soit en lac, soit en mer. Et bien évidemment, faire des entraînements de course à pied assez conséquents. Conséquent, c'est-à-dire presque tous les jours, et pourtant ils ne sont qu'amateurs. Ils jonglent donc entre le travail, leur vie de famille, le sport, mais aussi la recherche de sponsors. Financièrement, c'est vrai que ça a aussi un coût. Il y a le prix du dossard, les déplacements, les nuits d'hôtel. Je cherche des sponsors sur Monaco qui puissent nous aider à réaliser ce challenge. Et pour réaliser ce challenge, ces 4 sportifs sélectionnés sont soutenus par une communauté appelée la Swimrunity, rassemblant de nombreux swimrunners et swimrunneuses, notamment de Monaco jusqu'à Marseille. Retour à présent sur la visite à Monaco de la directrice exécutive du programme commun des Nations Unies sur le VIH, Winnie Byanyima. Elle a participé à une réunion de travail avec le gouvernement princier au sujet des problématiques de la lutte contre le sida à travers le monde. Regardez ce reportage de Christinda Thomel et Thomas Deus. Une visite de travail qui avait pour objet les problématiques actuelles liées à la lutte contre le sida et la politique nationale et internationale de Monaco en la matière. Monaco is a long-standing and important partner of UNAIDS. We have had an agreement and worked with Monaco in our broad program, but also in some key countries like Burundi and South Africa, fighting HIV/AIDS. What we value very much about our relationship with Monaco is that Monaco is also innovative in Monaco on fighting HIV/AIDS. So we learn from Monaco. Lors de cette réunion, le ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, a d'ailleurs confirmé le plein soutien de la Principauté à la mise en œuvre de la stratégie de l'ONU-SIDA 2021-2026 intitulée « Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida ». Nous collaborons avec l'ONU-SIDA dans le cadre d'un accord cadre que nous avons signé en 2007. Et puis aussi, nous avons mis en avant les différentes actions de la Direction de la coopération internationale à l'étranger,
puisque vous le savez, la santé fait partie des domaines prioritaires d'intervention et dans la santé, il y a évidemment la lutte contre le VIH-Sida. Donc nous intervenons auprès de nos différents pays partenaires d'intervention et s'agissant de la thématique lutte contre le VIH-Sida, plus particulièrement dans les pays où le taux de prévalence est véritablement important, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et Madagascar. Et nous sommes intervenus également dans un autre pays qui est le Mozambique. Et si les différents partenariats constitués au fil des années ont largement été évoqués, Christophe Robineau a pour sa part pu décliner la politique nationale de lutte contre le sida, qui s'articule autour de 3 axes interdépendants, prévention, dépistage et traitement. C'est une cause qu'il faut continuer à faire vivre tous les jours. On pourra vaincre un jour cette maladie, mais il faut continuer à en parler. Le virus circule toujours. Les traitements antiviraux permettent de contenir cette maladie, mais on n'a pas aujourd'hui de guérison réelle. Le traitement permet d'avoir des charges virales extrêmement faibles qui nous mettent à l'abri de la contamination, mais il ne faut pas oublier que le virus peut muter, que d'autres maladies peuvent se propager, notamment via les rapports sexuels, et donc il faut continuer d'en parler et mettre en garde les enfants comme les adultes des risques à avoir des conduites qui ne seraient pas des conduites sans risque. En attendant, les résultats de cette politique de lutte contre le sida en principauté se matérialisent notamment par une maîtrise du taux d'incidence observé sur la population résidente et par l'engagement de tous les acteurs et secteurs impliqués dans cette juste cause. Et le lendemain de cette réunion, Winnie Byanyima a été reçue au Palais Princier par le prince souverain et la princesse Stéphanie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'entretien croisé entre la princesse Stéphanie et Winnie Byanyima sur notre page YouTube Monaco Info. Une discussion de 10 minutes pour évoquer tout le travail effectué par Fight AIDS depuis 20 ans maintenant. Et puis, tout l'engagement de la principauté aux côtés de l'ONU-SIDA dans la lutte mondiale pour l'éradication du VIH. Ce mardi, en principauté s'organise la journée de commémoration Pagnol le Monégasque en hommage à l'écrivain provençal. Cette célébration se terminera au Théâtre des Variétés par la projection du film La femme du boulanger à 20 h. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla vous présentent ce long métrage qui date de 1938. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Une projection particulière dont on va parler maintenant, c'est un hommage à Marcel Pagnol et un hommage par le biais du film La femme du boulanger, c'est ça? La femme du boulanger, le 16 avril, mais qui va ponctuer toute une journée de célébration de la mémoire de Marcel Pagnol, puisque cette année 2024 marque les 50 ans de sa disparition et la principauté a souhaité s'associer à l'hommage qui sera rendu à ce grand écrivain et cinéaste. Donc la journée et qui avait un lien avec Monaco d'ailleurs. Et qui avait un lien très fort avec Monaco puisqu'il y a habité, il en a fait son lieu de vie et de travail entre 1951 et 1954. Il était venu auparavant et il est revenu ensuite régulièrement, notamment dans le cadre du festival de télévision et avec un lien très proche et j'ose dire presque affectueux avec le prince régnier. Donc dans cette journée, hommage, le film conclura les célébrations, mais il y aura notamment un hommage à Pagnol, au square Marcel Pagnol, au jardin du Trocadéro, et puis l'après-midi une conférence qui s'intitulera Pagnol le Monégasque, et où on expliquera avec force archives les liens donc l'on vient d'évoquer de Marcel Pagnol avec Monaco, et son petit-fils sera là, Nicolas Pagnol, pour participer d'ailleurs à cette discussion. Alors pour rendre hommage à Marcel Pagnol, il y avait
pas mal de films qu'on aurait pu projeter. Pourquoi celui-là? Pourquoi La femme du boulanger? C'est un Pourquoi classique. celui-là? Alors, sans doute parce que c'est à mes yeux le film le plus réussi. Même si c'est difficile de donner comme ça une hiérarchie dans la filmographie de Pagnol, à une ou deux exceptions près. Je prends tout Pagnol, là où j'abandonnerai beaucoup de films des années 30 du cinéma français. Ouais. Donc celui-là, parce que c'est peut-être aussi un des films de Pagnol où perce la plus grande humanité des personnages. Oui, il est extrêmement tendre en fait ce film. Et je l'ai revu dans le cadre de la programmation évidemment, encore dernièrement, parce que la prestation de Rému tourne 3 films sous la direction de Pagnol. Il faut se rappeler que la trilogie, il y a évidemment Rému dans les 3, mais Pagnol ne dirige que César, la 3e partie. C'est des 3 films, celui où Rému a véritablement le personnage central, majeur, pilier du film. Et sa prestation, c'est un géant. Oui, il n'y avait peut-être pas de prix à l'époque, il n'y avait pas de César, mais c'est un rôle ça aurait été un rôle à César. Oui, c'est même... à Oscar. Je ne sais pas. La scène, bon, je pense que tout le monde connaît le film. Il vient s'installer dans un village. Oui, on rappelle peut-être voilà, l'histoire. Et sa femme disparaît avec... le berger du marquis maire de ce village, et du coup il n'y croit pas et ne fait plus ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire du bon pain. Et il y a toute une séquence où lui, qui ne boit jamais une goutte, se fait servir pastis sur pastis, et il devient totalement ivre. Et cette séquence d'ébriété est un moment absolument inégalé dans l'histoire du cinéma français à mes yeux. Je me le suis passé, repassé. C'est absolument incroyable. Donc là, ne serait-ce que pour la prestation de Rému, le film est absolument magique. Mais la force du film est très souvent... dans le cinéma de Pagnol, c'est sa capacité à faire exister tous les personnages. Exactement. Quand bien même ils ont un petit rôle, ils existent. Charles Blavette qui conteste le droit à son voisin de faire pousser des arbres qui lui donnent de l'ombre dans son jardin, est un petit rôle, mais c'est un petit rôle qui existe véritablement, humainement, qui ajoute au film, puisque, comme le dit l'instituteur, c'est un village avec 2 pelés et 4 tondus, mais ils se détestent tous. Et c'est aussi la magie de Pagnol de montrer l'animosité, les rancœurs entre certains, mais qu'on sait oublier rapidement quand il faut se montrer solidaire. Donc toutes ces séquences articulées autour du personnage de Rému participent à l'histoire. Il construit réellement l'âme du village autour de plusieurs figures, et c'est vraiment, à mes yeux, un cinéma dont on ne trouve que très peu d'équivalent à cette époque dans le cinéma français. Vous l'aurez compris, c'est un film à découvrir ou à redécouvrir. On va aller voir. En version restaurée. En version restaurée, on va aller voir La femme du boulanger. Merci Vincent. Merci Fabien. Vous avez pas vu ma femme? Alors à cause de ta femme, nous allons tous manquer de pain? Avis!
justice à la population. On essaiera de trouver en commun une solution à la tragédie en ce qui concerne le pain. J'ai entendu le scandale du jour. Tant vous-il que je l'évoque ici? Ma femme m'a fait une blague et elle s'est cachée. Pour moi, il prend pas la chose au tragique. L'amour, c'est intéressant, mais ça ne devrait pas empêcher le travail, voyons. Évidemment. Nous avons le devoir de nous unir. Notre croisade pour la belle boulangère. En cherchant ta femme à me voler, nous avons trouvé l'amitié. Rejoignons désormais Justin Hadel pour les prévisions météo de ce début de semaine avec normalement du soleil et une légère baisse des températures. Bonsoir Justin. Effectivement Yannick, si cette fin de week-end fut fort agréable, dès demain les températures vont commencer à redescendre très légèrement puis progressivement au fur et à mesure de la semaine. En principauté, du brouillard est attendu une partie de la journée avec aussi des nuages. Cela n'empêchera pas le soleil de pointer le bout de son nez, permettant aux températures de varier entre 15 et 21 degrés maximum en fin d'après-midi. Pour la mer, on est à 17 degrés, soit 2 degrés de plus qu'il y a une semaine. Le soleil se lèvera à 6h45 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 20h15. En ce lundi 15 avril, nous fêterons Saint-Paterne. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre séquence flashback, tout ce qu'il s'est passé en principauté à cette même période les années précédentes. Passez une excellente soirée, à bientôt.